je travaillais beaucoup, peut-être 16 heures par jour, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas, en fait, dans ce trip hyper capitalistique. Et j'ai eu la chance, et c'est étonnant de parler de chance, mais voilà, j'ai eu la chance de vivre le 11 septembre à New York. Donc j'étais toute jeune, j'étais toute seule, enfin j'avais une équipe, etc. Vous savez, les chocs, les deuils, les maladies, les catastrophes, avec le recul, je me dis c'est aussi autant de moments pour se demander qui on est. Et c'est comme si moi j'avais eu l'opportunité de me dire mais en fait qui je suis quoi? Est-ce que je suis cette nana vraiment à New York qui rêve d'écraser son voisin, qui veut s'acheter un tel truc et qui fait les soldes le week-end? Est-ce que vraiment j'ai envie d'être ça quoi? Et, je me suis mise à me demander ce que je voulais vraiment. Et finalement j'ai toujours été très curieuse. J'avais toujours rêvé d'écrire et d'être journaliste. J'étais partie à New York pour être riche et je suis partie à Kaboul pour sauver le monde. Donc toujours cette espèce de grande énergie, de grande naïveté en fait. Et je me suis pris une énorme porte de saloon quoi. Je suis partie à Kaboul, je travaillais pour la Banque mondiale. J'avais un diplôme qui permettait de tout faire et c'est ma grande chance en fait. Quel type de diplôme? J'ai fait HEC. Et en fait, je voyais, j'avais été embauchée pour regarder et faire les contrats des consultants internationaux qui venaient de partout de la planète pour reconstruire l'Afghanistan. À l'époque, il y avait 80 milliards de dollars qui avaient été mis sur la table par la communauté internationale pour reconstruire l'Afghanistan. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est le flot de consultants qui passaient du Soudan au Yémen, à Kaboul, à Haïti, etc., qui venaient empocher leur salaire de consultant et leur per diem pour reconstruire l'Afghanistan et qui en fait attendaient à la piscine de l'ONU que les jours s'écoulent et qu'ils puissent repartir dans l'autre sens. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment, en fait, autant le 11 septembre, je pense que j'ai parlé de choc post-traumatique. Je pense que je ne l'ai pas eu là, je l'ai vraiment eu à Kaboul, où je me suis dit, là, je comprends qu'en fait, je comprends vraiment que voilà ce qu'on en voit, en fait. Qui est une énorme illusion, qui est une énorme gabegie, qui est un énorme scandale de ce que l'on fait au monde. Même quand on dit qu'on le reconstruit, en fait. Et je suis rentrée de là en morceaux, pour un tas de raisons. Et ce qui m'a sauvée, c'est d'écrire. Et j'ai commencé à vouloir témoigner de ce que j'avais vu. Et en fait, le point, c'est de dire qu'à force de brasser une matière noire, tu le deviens. C'est un champ de force, en fait. Ce système, plus tu le critiques, plus il va utiliser sa critique, ta critique, pour se renforcer. Donc je me suis dit, ça servait à rien. Donc pour m'équilibrer, moi, pour mon propre intérêt personnel, je me suis dit, je vais avoir besoin de me rapprocher des gens qui proposent des autrement, qui proposent des solutions, qui comme moi, doutent et cherchent, mais qui essayent aussi je sais pas, montrer des chemins, des lumières, tu vois, des phares, qui sont les phares dans la nuit, qui sont les miens, en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser à des artistes, entrepreneurs. À l'époque, grâce à mes livres, j'avais de la place un peu dans la presse. Je faisais des chroniques pour Le Monde, pour France Culture. Donc j'ai pu commencer à raconter ces histoires-là, ces gens-là. Et je me suis rendu compte que ça me faisait quand même beaucoup de bien. C'est là où tu te ressources, quoi. Donc au-delà d'avoir raison, là, tout à coup, pouf, tu te recharges en énergie. Et puis t'es pas à l'abri de tomber sur des bonnes idées et surtout des hyper belles personnes. Et ça m'a mis sur un chemin de rencontre de dingue, quoi. Parce que finalement, c'est comme une armée de l'ombre. Et ces gens-là se connaissent pas, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Alors je dirais presque, nous sommes assez nombreux. Dans Bigger Than Us, des jeunes vont me dire aussi, finalement, entre le confort et l'humanité, on choisit le confort. Et ça a un prix terrible, c'est l'humanité. Et Snowden m'explique ça. Et parle de cette démocratie américaine, soi-disant. Enfin voilà, à l'époque, Trump vient d'être élu. Hein. Donc c'est hyper chaud en plus d'aller là-bas. Enfin bref. Donc je sors de cette expérience avec un énorme sentiment d'impuissance, cela dit. Donc je te parle de la sortie de Meeting Snowden où je me dis, putain, je vais pas l'aider, quoi. Tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Et à la même époque, j'ai mon fils de 7 ans, parce que j'ai 2 enfants,
qui, à déjeuner, me dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» Et moi, je fais quoi pour qu'elle ne meure pas? Et d'ailleurs, toi, tu fais quoi? Sur une question comme ça, tu as deux options. Soit tu dis mais t'inquiète pas, mon fils, tout va bien, maman est là, mange ton steak haché, il est bio. Soit tu sors tes rames et t'essayes d'être là. Et d'expliquer à ton enfant ce que tu peux faire, quoi. Et ce que tu peux expliquer. Et là, me voilà dans une conversation qui est probablement la plus importante de ma vie. Où je me lance dans une explication avec mon fils. Et je me rends compte, je vais te la faire courte parce que ça dure 1h30. Il faut que tu parles de la nostalgie, de l'angoisse, de la planète qui tombe. Ouais, mais voilà, non, mais effectivement, merci. Quand mon fils me dit ça, je comprends inconsciemment qu'il démarre une éco-anxiété à 7 ans. Et ça me pète à la figure, en fait. Et je me rends compte de mon impuissance totale. C'est-à-dire que j'essaie de lui expliquer en étant digne et j'essaie de ne pas le prendre pour un débile, quoi. Donc je lui explique, tu vois, comme je peux, de façon extrêmement maladroite. De toute façon, quand t'es parent, tu winnicotes. Hein. Être parent, c'est avoir tort. Donc voilà, déjà, je me plante dans toutes les largeurs, et j'essaie de lui expliquer et je me rends compte que tout ce que j'ai à lui dire, d'abord, c'est très factuel. Tu vois, c'est que des données qu'on me dit. On me dit la même chose depuis 30 ans. C'est porté par les mêmes experts. Et chaque chose que je lui dis rajoute à son angoisse. Il n'y a rien qui va le faire repartir. Je le vois à sa tête, tu vois, à chaque fois, tu vois, c'est comme s'il se ratatinait un peu plus sur ses explications. Et à chaque fois, et néanmoins, lui, je le vois réagir et à chercher une solution. Mais si je fais ci, mais si je fais ça. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut trouver. C'est mais si je fais. Et si, tu vois. Donc, je me rends compte que toutes les explications que j'ai à l'époque sont des trucs qu'on éculés, qu'on entend depuis toujours, que c'est porté par des vieux mecs qu'on entend depuis 30 ans et qui en a ras-le-bol, et qu'il n'y a rien d'aspirationnel. Et j'ai l'intuition qu'en fait, pour cette génération, il n'y a personne. Que les seuls à leur parler, c'est les quelques profs courageux, les marques et les partis d'extrême. Et que sinon, il n'y a personne. Qu'il y a un espèce de désert idéologique et que c'est la catastrophe. Donc comme les adultes, ça ne marche pas, et que pour les enfants, il n'y a personne, c'est pareil, hein, ça n'arrive pas en 2 secondes, mais je me dis, il y a un truc là. Il y a un truc. Donc je sors de cette conversation qui dure 1h30 en lui promettant, en me pleurant dessus, que je vais lui faire un film sur la pollution. À l'époque, je travaille pour Arte, il repart à l'école, je me jette sur un moteur de recherche, littéralement, je mets pollution, jeune activiste, et là, Mélati sort de mon écran. Et je commence à regarder ce qu'elle raconte, et je tombe à la renverse. Et je fais un premier film avec elle, je vais à Bali, je la rencontre. Qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, à l'époque, elle a 16 ans. Et ça fait 4 ans, donc elle a démarré à l'âge de 12 ans, et ça fait 4 ans qu'elle essaye de faire interdire les sacs plastiques sur son île à Bali. Parce que l'île est en train de crouler sur les sacs plastiques, et c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique, enfin voilà, et puis c'est quelqu'un qui réagit avec son cœur, etc. Et ça fait 4 ans qu'avec sa sœur, Isabelle, elle essaye de convaincre les gouvernements, son gouvernement, de passer une loi. Je vais raconter son histoire, qui me paraît être l'histoire parfaite pour mon fils. Voilà une enfant qui se bouge à son niveau, en local, qui est une fille totalement solaire, etc. Et j'arrive là-bas et je tombe à la renverse. Parce que je rencontre une femme, jeune femme, qui me raconte tout ce que Snowden me raconte, tout ce que Aaron représentait, tout ce que Larry dit. Ça sort du corps d'une toute jeune fille de 16 ans, par ailleurs métisse, avec une lucidité, un calme, de façon tout à fait implacable. Et là, je pense à tous les adultes qui me disent qu'ils ne bougeront pas. Et là, je me dis, non mais attendez, ok, vous ne voulez pas être Snowden, mais vous avez été un enfant. Ou si des enfants le vont, peut-être qu'enfin vous allez vous réveiller, quoi. Et donc, je me dis que cette histoire est dingue. Et puis, on s'entend... Enfin, moi, j'adore les gens que j'interviewe, en fait. En général, je tombe amoureuse. Voilà. Tu m'as comprise. D'amour profond, en fait. Et c'est toute la vertu de ce métier.
Et hors caméra, parce que Melati est parfaite, si tu veux, elle connaît les angles, les trucs, enfin, un peu trop d'ailleurs. Et hors caméra, je lui dis, c'est super, merci. Mais au fait, tu vas comment, quoi? Et là, elle aurait pu me dire, tout va bien. Et là, elle me fait le don de me dire, ça va pas. Ça va pas, je suis toute seule. Et ça va pas assez vite. Et j'en suis à mon 2e burn-out. Et j'ai 16 ans. Et là, j'entends Aaron, si tu veux. J'entends Aaron qui s'est arrêté. J'entends Aaron qui s'est suicidé. Et je me dis, je me fais la promesse, là, je peux pas, je n'en peux plus que des enfants. Je ne veux plus qu'un enfant se suicide de ne pas avoir été entendu. Donc, si tu veux, il y a mon fils, il y a Aaron, il y a Melati. Et je dis à Melati, écoute, contre le temps, je peux rien faire. Personne ne peut battre le temps. Mais je vais te prouver un truc, c'est que tu n'es pas toute seule. Et en fait, c'est ce qu'on a. C'est la rencontre. C'est les connexions invisibles, ou visibles. Mais tout à coup, c'est ce qu'on peut se faire les uns pour les autres. C'est se lier, quoi. Et donc, il y a ce truc de, il faut qu'elle rencontre d'autres comme elle. D'autres semblables. Et donc, j'ai l'intuition que si Melati fait ça, elle n'est pas toute seule. Donc, je commence à gratter. Je vois qu'il y a plein de jeunes qui se bougent. C'est avant de Greta, hein. Elle n'est pas sortie du bois. Et Greta Thunberg. Greta Thunberg, pardon. Et on commence à lancer une enquête. Et là, c'est la boîte de Pandore, quoi. Ils sont partout, quoi. Et personne ne voit ça. Et les journalistes, les premiers, quoi. On est toujours en train d'interroger les mêmes experts qui nous disent les mêmes trucs depuis 30 ans, qui nous servent à rien, quoi. Et voilà, et donc voilà, et on part et on fait ce film incroyable. C'est un documentaire, c'est de l'action, c'est de la preuve, c'est de l'impact. Pour faire ça, il faut des gens qui ne soient pas en train de parler devant un micro. C'est des gens il faut que tu aies, tu vois, une vraie arche. Ils se sont cassés la gueule, ils ont redémarré, ils ont essayé, et je voulais des vraies victoires. Donc si tu veux avoir de grands impacts, il faut que tu aies démarré, il faut qu'il y ait du temps. Donc c'est des gens, et d'ailleurs c'est leur point dénominateur commun, pour la plupart ils ont démarré à l'âge de 12 ans, comme Aaron, comme Melati. Qu'est-ce qui se passe à 12 ans? Peut-être un jour je travaillerai là-dessus, mais... Et ils ont tous, tu vois, ils ont changé des lois, ils ont créé des groupes de presse, ils ont créé des écoles, ils sauvent des vies, ils enseignent à d'autres, ils sauvent, ils transmettent ce qu'ils savent, tu vois, notamment sur la permaculture, etc. Enfin, on est dans l'ultra concret de la survie, en fait. Et c'était important pour moi de montrer à Melati qu'il n'y avait pas que l'environnement, que l'environnement, comme la surveillance de masse, comme les inégalités, comme la perte démocratique, comme la condition des femmes. Tout ça, c'est des symptômes d'un même problème. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que tout ça, ça pointe vers la même cause racine. Tant qu'on n'adresse pas la cause racine, on met des bouts de sparadrap sur une hémorragie. Parce que je voulais vraiment que les gens comprennent qu'il y en a ras-le-bol d'isoler les trucs. Il y en a ras-le-bol, et notamment dans le milieu de l'activisme. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de gens qui se tirent la bourre, ou tu vois, comment dire, la couverture à eux en pensant que leur cause est plus importante que leur cause. Ben non, en fait, c'est une seule et même planète, c'est une seule et même humanité, et c'est un seul et même problème. C'est très simple, en fait. Je dis pas que c'est facile à résoudre, mais c'est tellement facile, quoi, à comprendre. Et qu'il n'y a pas de petite cause, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de petite cause, il n'y a pas de mauvaise cause, il n'y a pas de causes plus importantes les unes que les autres. De la même manière qu'il n'y a pas une seule façon de militer. Tu vois, dans le film, il y en a qui sont tous activistes, mais il y en a un qui a lancé un groupe de presse au Brésil, il y en a un qui a lancé une école pour ses semblables des réfugiés syriens au Liban, quand il avait 12 ans. Il y a une jeune femme qui a changé la constitution pour que les filles soient plus mariées de force à 15 ans au Malawi. Tu vois, il y a la loi, il y a les médias, il y a la création, il y a ce que tu peux faire pour tes semblables de façon immédiate, notamment sur la question des réfugiés. Et je voulais montrer que s'engager, c'est pas seulement manifester, quoi. Et que surtout, ça démarre vraiment dans son cercle hyper... Enfin, c'est tout de suite et maintenant dans ton ultra proximité, quoi. Notre génération, on nous disait, tu vas aller faire des trucs dans des bidonvilles en Malaisie, quoi.
Enfin, moi, bon, maintenant, je suis totalement basculée, mais si tu veux, je trouve que c'est quand même quelque part un terrain d'exploration et d'émancipation énorme, en fait, qui est juste en bas de chez toi, quoi. Aujourd'hui, on a tous les concepts, on a toute la théorie, on a tous les chiffres, on a même toutes les images. Donc on est là. Ce qu'on n'a pas, c'est le cœur. On a déconnecté totalement le cœur-cerveau. Et l'avantage d'un film, c'est qu'il te reconnecte à ton cœur. Et bien dans ces endroits où la société s'est déjà effondrée, il y a une humanité qui veut vivre et qui veut survivre. Et elle ne le fait pas par la violence. Elle s'organise entre elles et je peux te dire que les liens qui les tiennent, c'est des liens d'amour. Alors, tu vas me dire, ouais, mais peut-être que la violence était avant. Et ça, comment dire, c'est sur un terreau de violence. Tu as vu le film, on n'est pas dans le monde des bisounours. Tu vois que le décor est méga dark. Mais même sur cette décharge, je peux dire que j'ai jamais autant joué qu'avec les enfants de ce village. Si les enfants courent partout à un moment, c'est parce qu'on court derrière eux, parce que tout le monde se marre. Et donc, je sais pas si c'était exactement ta question. Est-ce qu'on fera l'impasse d'un effondrement? Non. Est-ce que ça va être violent? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à vivre? Oui. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et la deuxième question, c'est qui est-ce que vous avez envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être cette personne qui, jusqu'au dernier moment, se met des œillères parce qu'elle veut profiter de son confort et avoir la dernière goutte de lait chaud, tu vois, de ce moment-là? Ou est-ce que tu as envie de commencer à rejoindre ton groupe, quoi? C'est Marie-Fine qui dit, en fait, on fait ça parce qu'on va rencontrer nos semblables, parce qu'on va faire corps, parce qu'on va vivre une aventure. Donc moi, je te garantis pas les grands soirs, hein, alors pas du tout. Et j'aurais pu te raconter peut-être la même histoire en te parlant de dépression, de choc post-traumatique, mais n'empêche que je me sens vraiment vivante, quoi. Mais vraiment, quoi. Et dans ce climat-là, je pense que c'est ça qui est en jeu. Est-ce que tu as décidé d'être un mort-vivant? Ou est-ce que tu as décidé que toi et moi, c'était pareil? Qu'on était tous liés? Qu'il y a une seule et même histoire, qu'il y a une seule et un seul même corps? Alors, je ne demande pas aux gens de s'engager. Je dis juste que l'engagement, c'est une formidable façon de vivre sa vie. Et que c'est probablement la seule façon de rester à flot et en santé mentale, en bonne santé mentale aujourd'hui. Que c'est probablement le seul moyen de se sentir à un rôle décent aujourd'hui. Et s'engager, c'est pas forcément faire la révolution. S'engager, c'est la première chose. Et tu m'as pas posé la question, donc je voudrais le mettre là. Pardon si ça vous paraît un peu hors sujet. La première chose, c'est envers et à l'intérieur de sa famille. Et là, je vais être en colère. Je vois des enfants tous les jours. Il n'y a pas une projection dans laquelle je ne sors pas, dans laquelle il n'y a pas un enfant qui me dit « Madame, jamais mes parents ne me parlent de ça. » Ma question, c'est où sont les parents? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quoi? Et si j'ai c'est une intuition, c'est pas, tu vois, mais je me dis que l'éco-anxiété, c'est pas seulement l'accumulation des mauvaises nouvelles. C'est pas seulement, tu vois, et là on est servi, quoi. On est d'accord, on est servi. C'est le silence des adultes. C'est pas seulement l'inaction, c'est le silence des adultes. L'engagement, c'est la discussion la plus importante. À partir du moment où je me suis vraiment engagée, c'est la discussion avec mon fils, en fait. Sur les lignes de fond, j'ai vu que des êtres vivants. Et j'ai vu que de la beauté. Et j'ai vu que du courage. Et moi, j'ai envie de faire partie de cette équipe-là. Et je pense que cette question de quelle équipe tu as envie de faire partie, de quelle équipe tu as envie de faire partie, pardon pour la formulation, est la question du moment. Est-ce que tu as envie, et est-ce que tu as envie d'être celle qui regarde le train passer et qui va se concentrer sur la prochaine paire de baskets, quoi? Tu vois? Ou est-ce que tu as envie d'être cette personne qui va faire de son mieux? Et tu vois, c'est ce choix quotidien, hein, tu l'as plusieurs fois par jour, entre la peur. L'inverse de la peur, c'est l'amour.
Et finalement, moi, c'est Mélati qui m'a dit ça. Et maintenant, je regarde tout à toi, je sais que c'est la question de l'énergie. Moi, c'est une forme d'énergie, en fait. La peur, c'est une énergie? Non, l'amour. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est l'un ou l'autre, en fait. Et tout, 10 fois par jour, 100 fois par jour, tu prends des décisions. Et moi, je n'ai plus que ce filtre-là. La peur, l'amour, le confort, l'humanité. Le SDF dans la rue. Tu passes devant, tu donnes une pièce, tu fais un sourire, tu t'assois 2 secondes. La façon dont tu réponds à tes enfants, la façon dont tu vas accueillir telle ou telle parole, tu vois. Et je dis pas que j'arrive à être tous les jours dans l'humanité ou dans l'amour, tu vois. Mais pour moi, une journée réussie, c'est une journée où, tu vois, s'il y a eu 100 fois cette question, et elle est dans tous les actes du quotidien, eh ben, c'est une journée où 50% ou 55% j'ai répondu par l'humanité ou par l'amour. Ça, c'est une journée réussie. Ah, je crois qu'on est... Ouais, je sais pas comment il s'appelle. C'est pas un dieu. Je crois que... Ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui passe à travers nous. Je crois que... Enfin... Je crois que parfois ce que j'écris ou ce que je dis, tu vois, probablement là, c'est pas vraiment moi qui parle. D'ailleurs, je n'oserais jamais regarder cette interview. C'est super quand tu es dans cet état. Quel soulagement de ne pas être soi, tu vois. Quel soulagement de se rendre compte que parfois on peut être au service de quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Donc là, à la question, pourquoi tu fais ça ? Tu vois, je leur ai tous posé la question, parce qu'effectivement, c'est la question que tu me poses, c'est la question que je me pose, c'est la question et ils m'ont tous parlé de spiritualité, finalement, sans avoir les mots. Donc, il y en avait qui étaient, tu vois, les Africaines étaient vraiment très connectées à Dieu. Probablement que Mohammed avait aussi un Dieu. Mais, tu vois, ils ne le nommaient pas nécessairement. Ils disaient, c'est plus fort que moi. Je le fais parce que c'est plus fort que moi. Aussi, tu vois, cet entendement bigger than us. Pourquoi c'est possible, en fait ? C'est possible parce que ils ont réussi à mettre l'ego dans une petite boîte qui vient plus les déranger. C'est-à-dire l'ego, c'est la volonté de plaire, la volonté de séduire, la volonté d'être conforme, la volonté d'être aimé, la volonté de ne pas décevoir, la peur d'être regardé par les autres, la peur, tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à peu près dompter ça, et moi j'y arrive pas toujours, tu vois, eh bien tu te connectes en fait à quelque chose de plus grand que toi. C'est le sine qua non. Si tu restes avec l'idée que ça va te faire des views, que ça va te faire des clics, ça va te faire des likes, tu vois. Et il faut quand même être bien ancré parce que toute la société est faite pour que tu sois rattrapé par ces trucs-là. Combien t'as de likes? Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent sur Insta? Est-ce que machin? Et je suis pas immune à ça. Mais quand tu arrives à dégager ça, tu te connectes. Il y a trop de gens qui rentrent, qui deviennent bénévoles dans des assos parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont changer le monde parce qu'ils s'impliquent. Parce que demain matin, il va y avoir un impact. Précisément, moi, je verrai jamais l'impact de ce que je fais. Et en fait, il faut jamais que je me pose la question. Ce que je suis en train de faire, c'est parler à 2 personnes, qui vont parler à 3 personnes, qui vont parler à 5 personnes. Et peut-être qu'au bout du bout, tu te souviens de ta question. Est-ce que tu crois au changement ? Je pense que c'est une mauvaise question. Si je vais là-dedans, je vais être dans l'ego. C'est jamais une mauvaise question. C'est une mauvaise question pour moi, tu vois. C'est un truc où, en fait, c'est un show-strap. C'est un truc où je vais être piégée, je vais arrêter de réfléchir. Parce que bien sûr, c'est désuet ce qu'on fait. C'est désuet. Et en même temps, c'est hyper puissant. Remettre un petit bout de flamme dans l'œil d'un enfant qui arrive dans une projection, les pieds en dedans, entraîné par sa prof, qui n'a pas envie d'être là, qui commence par râler parce qu'1h36 dans un film, c'est impossible. Et qui sort de là en se disant, bon bah ok, donc qu'est-ce que je peux faire ? Putain. C'est énorme en fait, tu vois. Mais c'est pas quantifiable. Il n'y a pas une valeur, t'as pas un chiffre, t'as pas un truc, tu vois. Donc la plupart des gens disent, oh ma cocotte, ça crache pas ton histoire. Eh ben, si t'es piégé par ton ego, tu t'arrêtes tout de suite, tu vois. Et si tu te dis, bah, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers ça. Et moi, c'est ce que je sais faire. Et c'est un travail, pardon pour ce mot, de l'amour. Tu vois, l'expression américaine, labor of love. Si tu te mets là-dedans, bah, t'es peut-être perché, peut-être que 50% sont en train de décrocher. Et ben les autres 50%, ils se disent,
c'est peut-être une vraie source d'énergie, quoi. Pardon, excuse-moi, parce que j'ai pas fini mon point. Il y a trop de gens qui rentrent dans l'engagement parce qu'ils pensent qu'ils vont changer le monde. C'est des mauvaises raisons de s'engager, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Et ces gens-là finissent en burn-out dans les 6 mois. On ne s'engage pas pour changer le monde. On s'engage pour vivre dignement et pour trouver sa communauté. On parle d'engagement avec les mauvais termes. On parle d'engagement soit pour dire j'y vais parce que je suis fort, je vais changer les trucs. Soit on dit ça, soit on dit j'y vais par culpabilité, parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose, parce que j'ai des privilèges. Ces 2 trucs-là sont des très mauvaises raisons de s'engager. Dans les 6 mois, tu as fait un burn-out. Dans les 6 mois, tu es déçu parce que précisément, tu ne verras pas l'impact. Il y a un exercice d'humilité, c'est l'engagement. Ça ne marche pas, tu as le monde entier contre toi, tout le monde te traite d'idéaliste, de doux rêveur, tu vois. Tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est un chemin de croix, quoi. Mais dans ce chemin de croix, tu rencontres des gens formidables, tu te lis, tu fais des rencontres de ouf. Donc, ma question pour elle, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants, comment on peut les aider. Elle m'a parlé d'espace de sécurité, de safe place. Elle m'a dit finalement ce qu'on peut faire pour nos enfants, mais ce qu'on peut se faire pour les uns les autres, en fait, dans ce moment si difficile. C'est de créer des espaces de sécurité, alors psychiques ou physiques. En tout cas, pour les enfants, c'est des espaces dans lesquels ils peuvent venir déposer leur colère, déposer leurs larmes, déposer leurs expérimentations, déposer leurs doutes, déposer leurs craintes, déposer leurs pleurs, se recharger et repartir. Des espaces de sécurité. C'est dans les familles d'abord qu'il faut le démarrer. Si vous êtes parent, que vous écoutez cette émission, essayez de créer ces espaces de sécurité pour vos enfants, pour qu'ils se sentent autorisés à parler de leur solitude et de leur mal-être et à sortir de leur isolement. Le premier espace de sécurité, c'est dans les familles. Finalement, tu vois, le truc le plus subversif qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que l'engagement, c'est la joie. Choisissez l'amour. La peur, l'amour, le confort, l'humanité. Voilà, je crois que c'est une clé de lecture. Voilà, c'est Mohamed. Aujourd'hui, ce qui est plus grand que nous, c'est que la plupart des gens considèrent que le confort est plus important que l'humanité. Si tu choisis l'humanité, tu fais tout basculer. Flore Vasseur, merci. Merci.